J'ai passé l'essentiel de ma vie sur le fleuve et j'y ai pris énormément de plaisir. J'y suis 6 jours par semaine et je fais parfois jusqu'à 5 voyages par jour. Certains aiment courir, d'autres aiment voler. Moi, j'aime naviguer sur le fleuve. Et c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Don Lancaster a commencé dans les arrière-salles des grands navires du Mississippi. Il a gravi tous les échelons jusqu'au grade de capitaine. Aujourd'hui, il organise des excursions pour des marins du dimanche, plus soucieux de se la couler douce que de remonter le fleuve à toute allure. À un moment, mon fils cadet était le plus jeune capitaine sur le Mississippi. On s'amusait beaucoup tous les deux. On travaillait pour une entreprise qui possédait 2 bateaux à aube et on venait par ici embarquer des passagers. Puis on se lançait un défi. Le public appréciait, vous savez. Oh, on fait la course, on fait la course. On passait devant Memphis à toute vitesse. C'est toujours moi qui gagnais. Voyez-vous, je lui ai appris tout ce qu'il sait, mais pas tout ce que je savais. On s'amusait beaucoup. Mark Twain, l'un des plus célèbres écrivains américains, fut lui aussi pilote. Dans ses livres, il évoque les courses entre navires et les parties de poker truquées qui avaient lieu avant que le jeu ne soit mis hors la loi en 1870. Avant la ruée vers l'ouest, le Mississippi était la dernière frontière de l'Amérique. Les bateaux qui le sillonnaient devinrent des planques pour toutes sortes de cow-boys et d'aventuriers. Il y avait de l'action à bord et de la musique aussi. Selon la légende, c'est sur ces bateaux à aube que le jazz fut inventé par un musicien itinérant nommé Jazbo Brown. On raconte que dans certains coins, le Mississippi n'a guère changé depuis le temps de Mark Twain et de Jazbo Brown. Ce qui est certain, c'est que la vie n'est plus du tout la même. Cette région était naguère totalement rurale, dominée par quelques familles de planteurs dont la fortune reposait sur le coton et le travail des esclaves. Maintenant, de grandes fermes coopératives prennent leur place. Des sociétés anonymes qui entraînent avec elles des centres commerciaux, des motels et des enseignes de restauration rapide, là où il n'y avait que tripots et bars malfamés. Il n'y a pas plus de 10 ans, Tunica était l'une des villes les plus pauvres du pays. On l'appelait le Zimbabwe d'Amérique, car les conditions de vie y étaient aussi difficiles que dans le tiers-monde. Mais maintenant, Tunica a touché le jackpot grâce aux plus étranges bateaux que l'on ait jamais vus sur le Mississippi. En légalisant le jeu dans les années 1990, l'État du Tennessee stipula que cette activité n'était autorisée que sur le fleuve. Tunica se trouvait alors à quelques kilomètres du rivage. Qu'à cela ne tienne, on détourna une partie du fleuve pour créer un bassin sur lequel un casino pourrait flotter. Ça ne ressemble pas beaucoup à un bateau. D'ailleurs, on ne peut même pas voir l'eau. Pourtant, elle est là, sous les lumières scintillantes et les bandits manchots qui ont fait de Tunica la 3e ville d'Amérique pour les jeux de hasard. Un championnat du monde de poker s'est tenu ici. La cave minimum, c'est-à-dire la somme misée en jetons, était d'environ 6 500 € par joueur. Des fortunes se font ou se volatilisent, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours Tunica qui gagne. 10 000 emplois ont été créés et les taxes versées par le casino ont permis d'améliorer les écoles, les routes et la qualité de vie de ses habitants. Quels effets tout ce clinquant aura-t-il sur la culture et la musique du Mississippi? Il est trop tôt pour le dire, mais une chose est sûre, le succès foudroyant de Tunica est l'exception, non la règle. Toujours plus au sud, le fleuve rejoint la célèbre région du delta du Mississippi. L'esclavage et la ségrégation raciale n'ont plus cours dans le delta, mais la misère et le désespoir sont toujours bien présents. La région abrite encore des champs de coton et les extraordinaires demeures des anciens planteurs.
chargées de limon ont laissé derrière elles l'un des sols les plus fertiles au monde. C'est ce qui a permis de développer les plantations de coton les plus productives d'Amérique. La richesse de cette terre a toujours profité à une minorité blanche. La plantation Hobson est entre les mains d'une même famille depuis près de 150 ans. Elle est toujours en activité. Mais la vie n'est plus aussi facile, même pour ses propriétaires. Avec la concurrence de coton moins cher venu d'ailleurs, cette plantation a été contrainte de se diversifier. Aujourd'hui, elle lutte pour survivre et pour attirer des touristes sans lesquels elle risquerait de disparaître. David Honeyboy Edwards se souvient de l'époque où il cueillait le coton avec toute sa famille. À 92 ans, c'est l'un des derniers bluesman itinérants du Delta et l'incarnation même de sa culture. J'ai appris les jeux d'argent, j'ai appris à jouer de la musique, j'ai appris à éviter les ennuis et je n'ai jamais travaillé longtemps dans une ferme. Quand j'ai fait le poids, j'ai commencé à enregistrer. J'ai gagné de l'argent et j'ai appris à bien me défendre au jeu. Et j'avais aussi une femme pour m'aider. Je n'avais plus rien à faire. J'avais une femme bien. Honeyboy fait partie de ces noirs qui échappaient à l'asservissement des plantations. C'étaient des durs, des marginaux. Le blues est né des souffrances dans les plantations. Le dos brisé, transpirant sous le soleil écrasant, les hommes s'appelaient et se répondaient en criant de petites rimes sur de brèves mélopées. Ils bossaient comme des esclaves. Et le blues vient de leur hurlement. Et ils travaillaient sans arrêt. Et il fallait faire quelque chose pour que la journée passe plus facilement. Vous aviez le moral à zéro. Vous preniez le tempo, et d'une voix grave, vous chantiez votre déprime. Vous chantiez votre blues. Ma mère est morte, mon père a traversé la mer. Je ne suis pas mort, mais je voudrais l'être. C'est ça le Lowdown Blues. David Edwards a grandi avec le blues. Petit-fils d'esclave et fils de sharecropper, il est né dans ces champs de coton. Le sharecropper était une sorte de métayer, titulaire d'un contrat avec un propriétaire terrien. C'était en fait un piège juridique auquel les Noirs ne pouvaient échapper. Les clauses stipulaient que la moitié de la récolte revenait au bailleur pour payer la location de la terre, l'autre moitié constituant un gage sur les avances consenties à l'exploitant. Les victimes de ce système pervers se retrouvaient donc rapidement prisonnières de leurs dettes. Légalement, elles étaient tout autant enchaînées que des esclaves. Sur 20 $, il en prenait 10 pour la terre et tout le reste. Il ne nous restait que 10 $, mais il fallait encore lui payer un tas de trucs. Et alors il ne restait plus rien. Il avait tout pris. Puis il vous demandait, « T'as besoin d'un peu de monnaie pour Noël ?» Honeyboy sait alors qu'il doit échapper à ce système d'une manière ou d'une autre. Le jour de son 17e anniversaire, il prend sa guitare, embrasse sa mère et part à la poursuite de son rêve. Depuis l'époque de l'esclavage, les Noirs ont toujours remonté le Mississippi pour gagner le Nord et recouvrer la liberté. Honeyboy fait de même. Il sait que ses frères de couleur l'aideront à se cacher si, faute de pouvoir le retenir légalement, des Blancs tentent de le lyncher en chemin.